Allez Camille, vous avez la pression. Il va falloir nous donner le nom du futur président de l'Olympique de Marseille. Alors je précise, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais bien Franck McCourt qui fera une conférence de presse exceptionnelle demain à 11h pour l'annoncer. Selon nos confrères de la Provence, c'est Stéphane Richard, ancien PDG d'Orange et ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde, qui devrait être nommé officiellement par le président de l'OM à 64 ans. Il est très attaché à la ville de Marseille où il a de nombreux contacts et il est notamment membre du conseil de surveillance du Grand Port maritime de Marseille. Ça s'appelle encore l'Orange Vélodrome. Oui. Il a dirigé Orange, je ne dis pas que c'est un lien, mais je veux dire c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la tradition. Là-bas, c'est un nom quand même, on l'avait sorti, nous, dans l'émission qui circulait dans les plus hautes instances du football français pour succéder à Vincent Labrune ou prendre, à l'époque où Nicolas Taverneau n'avait pas été nommé, voilà, pour être dans les top 2 des postes de la LFP. On s'arrête quelques secondes sur ça. Demain, il y aura une conférence de presse, donc vous l'avez dit, de Franck McCourt, ça va être un événement, hein. Il n'a pas parlé depuis presque 10 ans quand même. On va faire un tour de table sur ça. Non, mais c'est vrai, la première conférence de presse, c'était l'OM 2017, Project, hein, c'était 2017, ça fait 9 ans. Hein. Donc la grande conférence de presse, le grand Barnum. Giovanni, oui. Vous êtes d'accord avec moi, vous avez les mêmes infos sur ce nom qui revenait Oui, à LFP ? c'est quelqu'un qui est régulièrement cité pour sa compétence hors footballistique pure, quoi. C'est plutôt grand dirigeant. Ouais. Voilà. Mais là, alors il est énarque, il a été dans les cabinets des ministres ou des hommes et des femmes puissantes de ce pays-là. Mais en revanche, il s'est dirigé une entreprise, il n'y a pas de débat. Je pense qu'après quelques années de démesure et de dépenses et de mercato en outrance de l'ère Pablo Longoria, je pense que là, Franck McCourt, il a un peu sifflé la fin de la récré. Ça ne veut pas dire que... Il a mis un peu de temps. Hein. Non, parce qu'il y avait un projet et que Mehdi Benatia et Pablo Longoria avaient vendu un projet de 3 ans avec de la stabilité, un entraîneur en place. Bon, au final, il n'y a plus d'entraîneur, il n'y a pas de stabilité. Mais là, je trouve que c'est aussi rappeler que le club de l'Olympique de Marseille est une entreprise qui se doit d'avoir une rentabilité économique et que sous l'ère Longoria, il y a beaucoup de sous qui ont été engagés. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un déficit de qualité sur le côté sportif, mais c'est bien d'avoir ce profil-là. Il faudra attendre de savoir qui récupère la direction sportive, comment l'après-Mehdi Benatia s'organise. Mais je trouve ça bien des présidents qui n'aient pas un profil trop foot, parce que sinon ils viennent se mêler aussi du sportif et c'est bien que le DS et l'entraîneur puissent travailler correctement. Vous attendez beaucoup de la conf de demain ? Non, mais surtout, c'est que répondez-moi à ma question. Est-ce que vous attendez moi, j'attends pas les paroles, j'attends des actes. Et ce monsieur-là, il est sûrement très bien. Mais combien de présidents sont devenus Maboul à Marseille, à l'Olympique de Marseille ? C'est les limites. On sait pas. Parce que tu sais, quand il va rentrer dans ce bureau-là, est-ce qu'il va pas devenir fou, comme beaucoup ? Est-ce qu'il va pas devenir faire des choix ésotériques et complètement ratés ? Le truc, c'est la fonction qui fait beaucoup l'homme aussi à l'Olympique. Disons que ça grise, quoi. C'est un poste, évidemment. Certains, aucune garantie. Différents postes. Ambre et Olivier, ça vous inspire quelque chose ? Vous attendez de voir qui dirigera le sportif comme Joe ? À l'inverse de Johan, je trouve que les références, l'habitude des directeurs de cabinet, de ministres, et ben justement, ça va peut-être amener un petit peu de sérénité ou un petit peu de calme. C'est pas. Je veux dire, quand vous prenez un petit déj avec Christine Lagarde et que vous allez devoir discuter avec les supporters, c'est deux fonctions différentes quand même, j'imagine. Oui, mais ça fait rien. Il va le gérer à sa façon et c'est très bien. Ouais. Ça, non, moi, je suis comme Joe, j'attends quand même la nomination du directeur sportif. Ça m'intéresse. Moi, je suis raccord. Je pense que quand on a évolué dans des cabinets ministériels, on doit avoir déjà une certaine stature. J'imagine un certain aura quand on évolue en politique et surtout une forme de sérénité pour répondre aux vagues et à la violence qu'est la politique. Et je pense ou que être le plus costaud. Mais il faut les épaules et je pense que ce club a besoin de sortir un peu de l'émotion dans laquelle il est en permanence et qu'incarnait le trio, évidemment, Roberto De Zerbi, Benatia, Longoria. Et je pense qu'un homme qui a une stature politique, avec le pragmatisme qui va avec, j'espère que ça va calmer un petit peu tout ça. Et vous me parlez de politique, et je comprends que ce soit marquant. Moi, je pense qu'il faut vraiment insister sur le côté entreprise, parce que c'est aussi une gestion d'entreprise, un club de football. Mais des hommes. D'ailleurs, comme devrait l'être la Ligue. Voilà, et c'est quelque chose qui nécessite une structure, une hiérarchie, une gestion, c'est ce que vous disiez. Et donc, il a sans doute le profil idoine en termes techniques. Maintenant, s'il laisse la place à quelqu'un qui connaît très bien le football, peut-être pour l'épauler, alors là, dans ce cas-là, ça pourrait être un tandem intéressant. Peut-être l'appeler, tiens. En fait, il faut organigramme solide où chacun reste bien à son poste. On parlait tout à l'heure, on faisait le débat sur le PSG. La grande réussite du PSG, c'est qu'aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi est un peu en retrait et le sportif est géré par Luis Campos
et Luis Enrique. Celui qui doit représenter le sportif, l'autorité, c'est le coach. On est d'accord, mais le problème de Marseille, quand même, et tu es encore bien placé pour le dire, c'est quand même, quand tu amènes Longoria comme président, c'est pas du tout la même chanson, c'est quand même un agent. Donc là, tu sais que tu te diriges vers quelque chose qui va être très flou. Il faut être prêt quand même, parce qu'il a vécu des trucs, beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Je pense que personne n'est préparé à ce poste-là. C'est clair. Non, mais déjà Greg, si à la place d'un président qui hystérise le débat, qui dit face caméra que le championnat de France est corrompu parce qu'il perd à la Baie des Champs, déjà si c'est un entraîneur plus rationnel, je pense que ça peut faire que du bien. On en parlera, je pense, très longuement demain dans l'équipe de Greg, de cette conférence de presse de Franck McCourt, de la nomination officielle de Stéphane Richard, ex-président de Orange notamment, qui prendra les rênes du club marseillais. Alors on reste à Marseille parce que Camille, le nouveau logo a été officiellement présenté, sens du timing, le soir de PSG Liverpool. Ouais, on aurait pu lancer un sondage sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas? En tout cas, le timing est assez particulier, oui. Lancé hier soir, fini le logo qui trônait sur le maillot depuis 2004, place à une forme plus arrondie. Voilà, d'après le club, il met en avant les symboles fondateurs de l'identité olympienne. On y retrouve le cerclage blanc, les courbures et la dynamique des lignes présentes dans le logo de 1986, sans oublier le double cerclage du logo de 1993. On retrouve le bleu Marseille, synthèse entre les bleus de la ville, de la mer, qui représente cette région évidemment. Et ce logo conserve bien la devise droite au but et l'étoile symbolisant la Ligue des Champions remportée en 1993. Sauf qu'à peine dévoilé, il n'a pas fait l'unanimité. Quelqu'un l'aime ce logo? Ah oui. Je vois pas, en tout cas, je suis pas. Non, mais je le découvre. Je sais Ah bon? pas. Ça fait quand même quelques jours qu'il a futé, Ouais, Yo-Yo. mais là, j'avoue que. Vous êtes passé à côté. Ouais, je suis passé à côté. Non, mais en fait, c'est pas le problème alors. Non, parce que franchement, très honnêtement, je suis pas choqué. Moi, je suis trouve, pas. les couleurs, le bleu. Je trouve que sur si on le floque sur le maillot, Je suis d'accord. je le Il est trouve mieux joli. sur le maillot qu'en logo En pur. revanche, en logo, j'ai l'impression que je vais repartir d'une concession On dirait automobile et qu'on va me l'Inter donner Ah bah des ils ont clés, fait une vanne. Ils ont mis d'ailleurs la célèbre marque à laquelle vous pensez, allemande, avec le W, a répondu d'ailleurs. Moi je vais dire Renault, Peugeot, comme ça je pourrais citer Volkswagen. Ils ont mis à jamais les premiers avec ce logo. J'ai l'impression que je vais repartir avec une polo, quoi. C'est un peu le problème. Bah écoutez, ça sera déjà plutôt pas Non, mal. mais c'est bien. Non, mais Mais alors, il faudra payer l'essence en ce moment, c'est moins drôle. mais sur le maillot, je le trouve très joli. Il est plus joli sur le maillot. Écoutez, il faut le voir porter. Voilà. Faut le voir Faut le voir porter. Tiens, ça va pas surprendre Yoann Rioux, le club français en déficit. L'OL et l'OM, plus mauvais élèves. Ouais, pas une grande surprise pour l'OL qui a explosé le record lors de la saison 2024-2025 sous la direction de John Textor. Lyon a accumulé un résultat net d'exploitation négatif à hauteur de 208,6 millions d'euros selon le rapport de la DNCG. Le deuxième plus gros déficit du championnat est à mettre au compte de l'OM. 105 millions d'euros de pertes nettes sur une saison. Pire bilan depuis l'ère Franck McCourt, justement, entamé en 2016. Strasbourg a lui aussi vu ses pertes très largement augmenter. Moins 78,3 millions d'euros contre moins 14 millions d'euros. Et parmi les 18 clubs de Ligue 1, seuls 7 présente des résultats positifs. Lille se détache avec un bénéfice impressionnant de plus de 82 millions d'euros grâce à sa belle campagne de Ligue des Champions l'an passé. Brest est aussi dans le positif, tout comme Lens et Monaco. Nantes et Reims présentent quant à eux des bilans pratiquement à l'équilibre. Bon, pas vraiment de surprise, si ce n'est que les chiffres sont gros, quoi. Et ça confirme bien tout ce que je dis depuis des mois et des mois, l'incompétence crasse de temps et temps de dirigeants. Et ces gens-là, pas tous quand même, il y a des bons élèves. Ce que je dis de pas mal et de même de beaucoup. Et ces gens-là, quand même, nous font la leçon, ces gens-là nous font la messe. Ces gens-là se croient supérieurs, ces gens-là. Non mais vous vous rendez compte dans quel paysage on évolue? Des amateurs, c'est comme des sommes folles, des déficits fous. Tu te dis même un incompétent, comment même il peut arriver à un tel degré d'incompétence? Il faudrait même faire Moi, c'est pas tellement l'incompétence, parce que ça arrive. C'est les gens qui sont compétents dans leurs entreprises, mais qui n'arrivent pas à être compétents avec un club de foot. Oui. Pour le coup, Greg, moi, ce qui me frappe dans ces chiffres-là, et si on prend les chiffres sur les 10, 15 dernières années, entre parfois les sommes folles qu'ont rapporté les droits télé, les sommes folles qu'ont rapporté les transferts, quand j'entends dire il n'y a pas d'argent dans le foot français par rapport à tel et tel autre championnat, il faut se rendre compte que dans le foot français, pas sur la période là de cette année parce que c'est historiquement bas, mais on avait 3, 4, 5 fois plus d'argent que le championnat portugais, que le championnat néerlandais. Ça nous a pas. L'important, c'est de bien gérer son argent. Regardez Monsieur Le Gourian.
En 2 ans, il a vendu tous ses joueurs de la campagne de Ligue des Champions, époque Franck Hez. Il a vendu haut. Il a recruté avec parcimonie. Parce qu'il n'avait pas aimé que ça coûte aussi cher aussi. Mais il a eu une gestion. Vous parliez de l'entreprise. Entrepreneur. Parfois, il a repris la main parce que lui, il ne supporte pas ça dans ses boîtes. C'est pour ça qu'il a du succès. Voilà. Et là, il a dit parfois, on a des crises de croissance et on revient à la raison. Le problème du monde du foot, c'est qu'il y en a qui reviennent jamais à la raison. Giovanni, je me permets juste un petit bémol. Je me souviens d'une interview lunaire de Hugo Orlian au Parisien, il y a 1 an ou 2, et il dit textuellement, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. On a, tu sais, quand ils sont en Ligue des Champions, et lui-même il a dit, mais donc bien sûr. Orlian aussi, il a dit, mais c'était une interview totalement mal folle. nommé, hein, il avait après, dit, on a fait n'importe quoi. Et puis mais il a récupéré. Ouais, mais il a quand même bien demandé, on a fait n'importe quoi, on a augmenté les joueurs parce qu'on était en Champions League, et puis on a découvert, on n'avait plus d'argent. Donc on a dû tout vendre. Donc même lui. Non mais il a remis le nez dans, c'est dans bien. le moteur, quoi. Même tout simplement. Ça se passe bien en termes de spectateurs, Olivier et Ambre, là, vous êtes pas mal. Comment est-ce que vous le trouvez, Johan et Giovanni, là? Vous les trouvez pas mal? Non mais c'est ça. Vous les trouvez comment? Pas mal? Ils sont pas mal. Il y a un peu de On peut faire un conseil de classe.